Je m'appelle Amalia Torres, j'ai 102 ans. Et je vais te dire quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre. La plupart des gens ne meurent pas de vieillesse, ils meurent de ce qu'ils ont mangé pendant 50 ans. Ce n'est pas un miracle que je sois ici. Ce n'est pas une génétique extraordinaire. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. Il y a quelques mois, mon arrière-petite-fille m'a regardé pendant que je coupais de l'ail dans la cuisine et m'a dit « Bisabuela, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ?» Je ris, parce que cette même question m'a été posée pendant 80 ans. Si jamais tu as ressenti que ton corps s'éteint plus vite qu'il ne le devrait, écris « Je veux vivre » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi. Je n'ai pas toujours été la femme disciplinée que je suis maintenant. À 19 ans, je mangeais comme tout le monde dans mon quartier. Du pain blanc, du sucre, des fritures, du café avec plus de sucre que de café. Nous étions pauvres. Personne ne parlait de nutrition. On mangeait ce qui remplissait. Et puis j'ai vu ma mère mourir. Elle avait 44 ans. Diabète, jambes enflées, infection qui ne guérissait pas, un cœur fatigué. Je l'ai vue se détériorer en moins d'1 an. La dernière nuit où elle était consciente, elle a pris ma main et m'a dit quelque chose qui m'a poursuivi toute ma vie. Ne mange pas comme j'ai mangé. Ce n'était pas un conseil, c'était un avertissement. C'est là que j'ai compris quelque chose qui m'a fait peur. On ne tombe pas malade d'un coup. On construit la maladie pendant des décennies. C'était mon moment de rupture. Je ne voulais pas survivre. Je voulais arriver lucide. À 22 ans, j'ai fait une promesse. Je mangerai tous les jours comme si ma vie en dépendait. Parce qu'elle en dépendait. Et cela me ramène aux 7 aliments qui ont été ma base pendant plus de 80 ans. Ils ne sont pas modernes. Ils ne sont pas exotiques. Ils ne sont pas chers. Ils sont constants. Le premier est l'ail. Et pas comme assaisonnement, pas comme touche finale dans une poêle. Je le mange cru, écrasé, chaque matin, mélangé avec une petite quantité de miel pour adoucir l'impact. 2 gousses au début, 3 avec le temps. Les gens me regardèrent bizarrement. Mon propre mari a mis des années à accepter l'odeur. Mais je ne l'ai jamais négocié, car j'ai compris quelque chose dès le début. L'ail n'est pas un remède folklorique. C'est l'un des composés bioactifs les plus étudiés de l'histoire de la médecine naturelle. La lysine qui se libère lorsque l'ail est écrasé a des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et vasodilatatrices qui agissent directement sur la santé cardiovasculaire. À 60 ans, mon cholestérol a augmenté de manière préoccupante. Le médecin m'a présenté une ordonnance comme si c'était inévitable. Je lui ai demandé 6 mois de délai. J'ai augmenté ma dose à 3 gousses par jour, j'ai maintenu le reste de mes habitudes et je suis retournée en consultation avec les résultats. Les niveaux avaient baissé de manière significative sans aucun médicament. Ce n'était pas un miracle. C'était la conséquence logique de 80 ans de constance concentrée en un moment de besoin. Le corps que vous avez pris soin pendant des décennies a des ressources que le corps négligé n'a pas. C'est la différence qui ne se voit pas dans les analyses d'un seul jour, mais qui se construit en silence tout au long d'une vie. Ce que l'ail fait à l'intérieur n'a aucun substitut en pilule. Il régule la pression artérielle en relaxant les vaisseaux sanguins. Il réduit l'oxydation du mauvais cholestérol, qui est ce qui endommage réellement les artères. Il stimule le système immunitaire de manière douce mais constante, sans l'exciter. Et il a un léger effet anticoagulant qui protège le cœur sans les risques des médicaments synthétiques. 80 ans de 2 gousses d'ail chaque matin, c'est plus de 50 000 doses. Et chacune d'elles a été une petite décision de vivre mieux. Le deuxième est l'huile d'olive. 1 cuillère à soupe à jeun chaque matin est présente dans pratiquement tout ce que je cuisine. Mais pas n'importe quelle huile d'olive. La vraie. Celle de couleur vert foncé. Celle qui a une légère amertume à la fin qui dérange un peu dans la gorge et qui indique précisément que les polyphénols restent intacts. Ma grand-mère avait une phrase que j'ai répétée pendant des décennies. Ce qui est lubrifié dure, ce qui s'oxyde meurt. Elle n'avait pas étudié la médecine, mais elle avait observé suffisamment pour comprendre quelque chose que la science a mis des décennies à confirmer. L'huile d'olive extra vierge n'est pas simplement une graisse saine. C'est un anti-inflammatoire naturel dont le principal composant, l'oléocanthal, agit dans le corps de manière similaire à l'ibuprofène, mais sans aucun de ses effets secondaires sur l'estomac, les reins ou le cœur. L'inflammation chronique de bas grade est l'un des mécanismes centraux du vieillissement accéléré. Elle est à l'origine de l'arthrite, du déclin cardiovasculaire, du déclin cognitif et de nombreuses formes de cancer. Et l'huile d'olive la réduit de manière silencieuse et constante, repas après repas, année après année.
À 102 ans, mes articulations bougent. Elles ne courent pas, ne sautent pas, mais elles se plient, soutiennent mon poids, me permettent de marcher dans ma cuisine et de monter des escaliers avec de l'aide. Ma peau est ridée, car c'est ce que fait la peau avec le temps. Mais elle n'est ni sèche ni fragile. Ce n'est pas un héritage. C'est de l'huile. Des décennies de bonne huile, absorbée de l'intérieur, faisant ce qu'aucune crème ne peut faire de l'extérieur. Et il y a autre chose que peu de gens savent. L'huile d'olive améliore l'absorption des nutriments liposolubles de tout ce que tu manges avec elle. Les vitamines A, D, E et K ont besoin de graisse pour être correctement assimilées. Si tu manges une salade de légumes sans graisse, tu profites d'une fraction minime de son potentiel nutritif. Si tu l'assaisonnes avec de l'huile d'olive de qualité, le corps extrait beaucoup plus de chaque bouchée. 80 ans à cuisiner avec cette huile n'est pas seulement une habitude, c'est une stratégie d'absorption qui multiplie la valeur de tout le reste. Le troisième est le petit poisson. Pas le gros filet sans arêtes vendu dans les supermarchés modernes. Le petit poisson, avec des arêtes, mangé entier ou presque entier, 3 fois par semaine. La raison est concrète. Les arêtes des petits poissons sont une source de calcium extraordinairement biodisponible, bien plus que le calcium des produits laitiers pour beaucoup de personnes, surtout avec l'âge. De plus, les petits poissons comme les sardines, les anchois et le maquereau accumulent moins de métaux lourds que les grands parce que leur cycle de vie est plus court. Ils sont plus propres, plus nutritifs et moins chers que n'importe quel supplément de calcium ou d'oméga 3 vendu en pharmacie. Les oméga 3 de ces poissons sont de chaînes longues, le type que le corps peut utiliser directement sans avoir besoin de le convertir. Ils protègent les membranes des cellules nerveuses, maintiennent la fluidité du sang, réduisent les triglycérides et ont un effet documenté sur la réduction du risque de déclin cognitif chez les personnes âgées. À 98 ans, je suis tombée en descendant des escaliers. Ce n'était pas un léger trébuchement, c'était une vraie chute. Le médecin qui m'a évalué s'attendait à ce que l'on s'attende toujours en voyant une femme de presque 100 ans aux urgences, fracture de la hanche. Cette fracture qui, chez les personnes âgées, marque souvent le début d'un déclin irréversible. Je ne me suis rien cassé. Le médecin a examiné les radiographies 2 fois. Il m'a demandé quel supplément je prenais. Je lui ai dit aucun. Il m'a demandé ce que je mangeais. Je lui ai dit que je mangeais du poisson 3 fois par semaine depuis mes 20 ans. Il ne savait pas quoi dire. Moi, je savais quoi penser. Les ossements ne se construisent pas en un an, ils se construisent en des décennies, et ils se détruisent aussi en des décennies. Chaque fois qu'une personne décide de ne pas consommer de calcium naturel, chaque fois qu'elle remplace le poisson par un supplément que l'intestin absorbe mal, chaque fois qu'elle choisit le confort plutôt que la consistance, elle prend une décision sur la fragilité de ses os à 80 ou 90 ans. Sauf qu'à ce moment-là, il semble que cette décision n'ait pas de conséquences. Les conséquences arrivent plus tard, quand il est déjà difficile de les inverser. Je les ai prises dans l'autre sens pendant 70 ans, et mes os ont répondu. La choucroute est le chou fermenté fait maison avec du sel et du thym, rien de plus, sans vinaigre, sans conservateur, sans transformation. À l'époque où j'ai commencé à en manger, personne ne parlait de microbiome ni de bactéries intestinales bénéfiques. Ces concepts n'existaient pas dans le langage courant. Mais ma grand-mère fermait des légumes parce que c'était ce qu'on faisait en hiver pour conserver la nourriture, et j'ai hérité de cette habitude sans encore savoir pourquoi elle était si précieuse. Aujourd'hui, la science a un nom pour ce qu'elle faisait instinctivement. L'intestin humain abrite environ 100 billions de micro-organismes qui forment ce que l'on appelle le microbiome intestinal. Cet écosystème régule non seulement la digestion, il produit des neurotransmetteurs, y compris une part significative de la sérotonine que le corps utilise. Il régule la réponse inflammatoire systémique. Il entraîne le système immunitaire à distinguer ce qu'il doit attaquer de ce qu'il doit tolérer. Et il communique directement avec le cerveau via le nerf vague dans ce que les chercheurs appellent l'axe intestin-cerveau. Lorsque le microbiome est appauvri, tout ce qui précède échoue en cascade. L'immunité s'affaiblit, l'inflammation augmente, l'humeur devient instable, la digestion devient lente et douloureuse, et le cerveau reçoit des signaux qui altèrent la cognition et l'état émotionnel. Le chou fermenté maison contient des bactéries lactiques vivantes qui colonisent l'intestin et le diversifient. Ce n'est pas la même chose qu'un supplément probiotique en capsule, dont les bactéries ne survivent souvent pas à l'acide gastrique. Les bactéries du ferment maison arrivent vivantes car elles ont été entraînées dans un environnement acide. Elles sont naturellement résistantes. À 75 ans, j'ai eu une forte infection respiratoire. Le médecin a proposé un long cycle d'antibiotiques.
J'ai demandé une semaine de marge pour essayer autre chose. J'ai doublé ma portion de choux fermentés, ajouté du bouillon d'os et du repos. Mon corps a réagi avant la fin de la semaine. Je ne raconte pas cela pour que tu rejettes les médicaments quand tu en as besoin. Je les ai acceptés quand ils étaient nécessaires. Je le dis pour que tu comprennes qu'un intestin fort a des réserves qu'un intestin négligé n'a pas. La différence entre se rétablir rapidement et se rétablir lentement, entre résister à la maladie ou être anéanti par elle, se joue souvent dans cet écosystème silencieux qui vit en toi et auquel presque personne ne prête attention. Le 5e est le foie d'animal. Une fois par semaine, cuisiné simplement, sans grandes élaborations. Je sais que c'est l'aliment qui génère le plus de résistance. Je le sais parce que je l'ai vu pendant 80 ans. La texture n'est pas agréable pour tout le monde, le goût est intense, et ces dernières années, il a acquis une réputation injuste en tant qu'aliment à éviter. Mais le foie est, gramme par gramme, l'aliment le plus densément nutritif qui existe dans la nature. Ce n'est pas une opinion, c'est une mesure objective de sa composition. Il contient de la vitamine B12 à des concentrations que aucun végétal ne peut égaler. Et la vitamine B12 n'est pas un détail mineur pour les personnes âgées. Sa carence est directement associée à une fatigue profonde, un déclin de la mémoire, une confusion mentale, des dommages neurologiques progressifs et une anémie qui ne répond pas au fer. Avec l'âge, la capacité de l'estomac à produire le facteur intrinsèque nécessaire pour absorber la B12 diminue. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées souffrent de carence même si elles mangent bien. Le foie la fournit sous une forme si concentrée qu'avec une absorption réduite, le corps reçoit suffisamment. De plus, il contient du fer héminique, le type de fer que le corps absorbe avec une efficacité jusqu'à 5 fois supérieure à celle du fer d'origine végétale. Vitamine A préformée qui protège la vision, la peau et le système immunitaire. Folate, cuivre, zinc, coenzyme Q10, qui est essentiel à la production d'énergie cellulaire et qui diminue naturellement avec l'âge. Une seule portion de foie par semaine fournit ce qu'aucun supplément multivitaminé ne peut reproduire complètement, car les nutriments des aliments réels sont accompagnés de cofacteurs naturels qui facilitent leur absorption et leur utilisation. Je ne prends pas de suppléments à 102 ans. Non pas parce que je n'en ai pas besoin, mais parce que ce que je mange me les fournit sous leur forme la plus utilisable. Le 6e, ce sont les fruits à coque. Une poignée chaque après-midi, variée, sans sel ajouté ni transformation. Pendant des décennies, la nutrition conventionnelle les a regardés avec méfiance en raison de leur contenu calorique et de leur pourcentage élevé de graisse. Cela a été l'une des erreurs les plus coûteuses de la santé publique du XXe siècle. La peur des bonnes graisses, combinée à l'acceptation du sucre raffiné comme alternative bénigne, a produit des générations de personnes avec des cerveaux mal nourris et des organismes enflammés. La graisse des fruits à coque n'est pas le problème, c'est la solution. Les noix, en particulier, contiennent de l'acide alpha-linolénique, un précurseur des oméga 3 dont le cerveau a besoin pour maintenir l'intégrité de ses membranes cellulaires. Les amandes apportent de la vitamine E, qui est l'un des antioxydants les plus puissants pour protéger les cellules nerveuses des dommages oxydatifs qui s'accumulent avec les années. Les pistaches contiennent de la lutéine, qui protège la vision. Les noisettes contiennent du folate et du magnésium, un minéral essentiel pour plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. À 102 ans, je me souviens de conversations d'il y a des décennies. Je me souviens de noms. Je me souviens de dates. Je me souviens de détails de moments qui se sont produits quand le monde était complètement différent. Je ne sais pas si c'est de la chance ou une conséquence, mais je sais que je n'ai jamais privé mon cerveau des graisses dont il a besoin pour fonctionner. Le sucre raffiné a enflammé des générations entières. Les bonnes graisses, celles que l'on trouve dans les noix, le poisson et l'huile d'olive, ont protégé la mienne. C'est le pari que j'ai fait il y a 80 ans, alors qu'il n'y avait pas encore d'études pour le soutenir. Il n'y avait que l'observation, l'expérience et la voix de ma mère me disant de changer ce qu'elle n'a pas pu changer. Le 7e est l'eau. 8 grands verres par jour, parfois plus. Sans négocier, sans exception, sans attendre d'avoir soif. Surtout sans attendre d'avoir soif. Parce que c'est l'erreur que commettent presque toutes les personnes âgées. La sensation de soif est un mécanisme physiologique qui devient moins sensible avec l'âge. À 70, à 80, à 90 ans,
Le corps peut être dans un état de déshydratation légère, mais constante, sans générer le signal d'alarme qu'il produisait à 30 ans. Et cette déshydratation silencieuse produit des symptômes qui sont régulièrement attribués à la vieillesse. Confusion, fatigue, maux de tête, vertige en se levant, hypertension, constipation chronique, peau fragile, articulations raides. Ce ne sont pas des symptômes de vieillesse inévitables. Souvent, ce sont des symptômes d'un corps chroniquement déshydraté auquel personne ne donne suffisamment d'eau. 3 fois au cours de ma vie, j'ai failli développer des calculs rénaux. Les 3 fois, le médecin m'a averti du risque. Les 3 fois, j'ai considérablement augmenté ma consommation d'eau et contrôlé mon alimentation. Les 3 fois, mon corps a réagi sans nécessité d'intervention. Le rein a besoin d'eau pour filtrer les produits de déchets du métabolisme. Sans suffisamment d'eau, ces déchets se concentrent, cristallisent et forment des calculs. Mais le rein n'est pas le seul organe à souffrir de déshydratation. Le cerveau, qui est composé à 73% d'eau, réduit sa fonction cognitive de manière mesurable avec une déshydratation de seulement 2%. Les articulations, dont le cartilage dépend du liquide synovial pour amortir le mouvement, se détériorent plus rapidement sans une hydratation adéquate. Le sang devient plus visqueux et le cœur travaille plus dur pour le pomper. L'eau n'est pas un complément à la santé, c'est son fondement. Et pourtant, c'est la première chose que les gens réduisent sans s'en rendre compte en vieillissant, précisément au moment où ils en ont le plus besoin. Je bois de l'eau de manière consciente et constante depuis plus de 8 décennies. Pas parce que j'aime particulièrement ça, mais parce que j'ai compris jeune que le corps ne pardonne pas la négligence, même si cela prend des années à se manifester. Ces 7 aliments ne sont pas un régime, ils sont une identité. Je ne les ai pas mangés pendant 1 mois, je ne les ai pas goûtés pendant 1 an, je les ai vécus pendant 8 décennies. J'ai enterré des amis qui disaient « il faut bien mourir de quelque chose ». Oui, mais tu n'as pas à accélérer le processus. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre 100 ans, il s'agit de la manière dont tu y arrives. Tu peux arriver dépendant, sous médication, en traînant, ou tu peux arriver en marchant, en pensant, en décidant. J'ai choisi il y a 80 ans, et je continue à choisir chaque jour. Si quelque chose ici t'a fait réfléchir, ne le laisse pas passer. Dis-moi, que changerais-tu aujourd'hui si tu savais que ton corps de 80 ans dépend de ta décision de ce soir? Écris-le, parce que vieillir n'est pas une punition, c'est une conséquence. J'ai 102 ans, et je suis toujours ici, pas par chance, mais pour chaque petit choix, répété pendant 80 ans. Commence aujourd'hui, ton moi du futur t'attend.